Petite bonjour. Bonjour, Princia. 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 Bonjour, Princia. Écoute, on va lever nos verres devant la caméra parce que ça a été sportif. Oui. Ouais. Vraiment, je pense que si on n'avait pas deux, je vais nous jeter des fleurs, mais si on n'avait pas deux belles âmes, on se serait pas rencontrés ce matin. Parce que entre ma fille qui était malade cette nuit, ce matin, ma carte bleue. Ouais. Très belle rencontre. Ouais. Merci à toi. Merci. Écoute, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui. Merci d'avoir répondu déjà à ma bouteille à verre. Oui. Ouais. Et je vais te laisser te présenter en regardant la caméra qui tu es, de la façon dont tu le souhaites. Très bien. Bien écoute, tu parlais de ta fille de 4 ans. Moi, j'ai 2 enfants de 22 et 25 ans. Parce qu'à 22 ans, j'étais mariée et j'avais 2 enfants. À 20 ans, on me disait que Clotilde était fait pour travailler dans le social. Je dis oui, je sais, mais je viens d'être maman et de perdre mon frère aîné. Donc je vais déjà m'occuper de moi. Et pour le social, on verra après. Et donc là, on se rencontre Princia 25 ans après. Le drame de ma vie et le décès de mon frère qui s'est offert la mort. Par condition, je commence par un truc déjà très sympathique. Mais c'est vraiment le point de départ d'une douleur. On avait 18 mois d'écart. Et j'ai vraiment pris le temps de vivre ma vie de maman, d'épouse, d'artiste aussi, parce que je suis musicienne et pendant toutes les années où j'étais maman au foyer, j'étais également mosaïste d'art. Et puis après, il a fallu mettre du beurre dans les épinards. Et puis, j'ai eu une rencontre assez improbable dans une boîte d'intérim où on ne voulait pas de moi en tant que caissière. Tu vas nous raconter. Je t'assure, on habitait Ambert, plein milieu de l'Auvergne. Pour les enfants, c'était génial. Enfin, en qualité de vie, de famille, avec des enfants bas âge, c'était super. En tant que mosaïste d'art, j'avais un peu moins de boulot qu'avant où on habitait Angers. Je travaillais à Nantes en tant que mosaïste dans une boutique. Et du coup, je dis, bon, on va laisser tomber un peu la mosaïque. C'est pas grave, j'ai besoin d'argent pour mettre du fioul dans la cuve. Quand il fait moins 10 degrés. Il faut. Quand il fait moins 10 degrés, quand tu te réveilles à Ambert et que t'as pris une grande maison pas isolée, franchement, je préférais monter sur ma balance que d'aller jauger la cuve de fioul. Je dis, je vais aller bosser, je vais chez Adéco. Et en fait, ça a été vraiment un coup de... Ouais, j'hésite entre orgueil et ego, je vais utiliser les deux, mais en fait, ce monsieur qui me dit, on ne voudra pas de vous en tant que caissière parce que vous n'avez pas d'expérience en caisse, ça m'a piqué. Ça m'a piqué au vif. Moi, je vivais une vie de bisounours dans ma bulle. Je vivais d'amour et d'eau fraîche avec mes enfants, mon mari. Et ça m'a piqué à vivre. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, je reprends mes études. Et donc, j'ai été étudiante. Mais juste une petite pause, du coup. Si on voit le côté un peu positif de la vie, comme tu dis, t'as piqué, est-ce que c'était pas aussi un message de la vie pour te dire, Clotilde, t'es pas faite pour ça, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Tu vois, parce que des fois, on a des coups comme ça, on se prend des noms, des chaos, mais c'est pas pour rien, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Ça me fait penser à un très joli moment avec ma grand-mère paternelle. Elle commençait à être sénile sur la fin de sa vie. Et quand j'ai décidé de reprendre mes études, j'ai été rabrouée. L'idée n'a pas forcément été bien reçue par mes parents qui me voyaient mère de famille nombreuse, enfin reproduire le schéma familial. Voilà, on est 6 enfants, famille catholique, etc. Puis ma grand-mère qui commençait un peu à perdre la boule, un jour me murmure à l'oreille, Clotilde, je suis tellement fière et heureuse pour toi que tu fasses pas comme moi. Et que tu reprennes tes études. Mais ça veut dire que quelque part, elle avait aussi d'autres aspirations, d'autres rêves finalement. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas eu cette discussion avec elle. J'ai vraiment juste ce souvenir marquant du murmure d'une grand-mère à l'oreille de sa petite fille. Avec du recul, pour moi, ma grand-mère était une femme d'une très grande intelligence. Elle a d'ailleurs un frère qui était polytechnicien, qui s'appelle Jean Carteron, qui a monté une entreprise qui est
très connue dans le domaine informatique qui s'appelle Steria, qui a aujourd'hui été rachetée par Sopra. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc entreprise cotée en bourse. Ah oui, bah oui, je connais très bien. Voilà. Sopra Steria, son frère. Ouais, punaise. Et elle a, excuse-moi, j'ai envie de dire pendu 5 enfants, fait à manger alors qu'elle n'aimait pas ça toute sa vie. Et donc je me dis quelque part, sa sénilité, c'est un peu comme si le cerveau, ça se travaille en fait. Tu vois, c'est comme un muscle qui a besoin d'être alimenté, d'être. Et donc à partir du moment où c'est pas alimenté, il dépérit. Donc voilà, effectivement, ce moment chez Adecco, c'est un moment fort dans ma vie parce que je dis non. Non, et socialement en fait, j'étais peu considérée, je me sentais peu considérée en tant que mère de famille. Tu sais, j'arrivais à une soirée, tu fais quoi dans la vie, mère au foyer? On me tournait dedans, on m'adressait plus la parole, tu vois, je devenais inintéressante. Sérieux? Je t'assure. Donc voilà, il y a eu un petit, et c'est bon aussi l'ego. Enfin, ah bah oui. C'est qui je suis. Bah oui, mais oui. C'est qui je suis. Et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous montrer que je suis capable. Je suis capable. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir. Tu as dit quelque chose qui était hyper important. C'est ta grand-mère intelligente. Elle a fait quelque chose qu'elle n'aimait peut-être pas toute sa vie. Je veux faire un parallèle avec beaucoup de femmes dans la société. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui justement de ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font finalement des choix qu'on n'aime pas. On a des vies, excuse-moi, mais de merde des fois. Et c'est pas un jugement, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jugement. Mais c'est difficile. Difficile comme vie. De te réveiller le matin, de faire des choses que t'aimes pas. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ça, hommes et femmes, on a tous des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Femme, oui, parce que c'est vrai que par rapport aux femmes, là, moi, ce que tu m'évoques, aujourd'hui, et c'est très récent, ça doit être vraiment de cette année où pour moi, je suis renue. Parce que ça y est, je suis bien alignée, tête, cœur, corps, mon âme, j'ai mon énergie vitale qui s'est ouverte, et ça se perd pas une fois que c'est là. Et je vois que les femmes sont admiratives de ça, parce qu'effectivement, moi, pour en arriver là, ça a été tout un parcours où je me suis je me suis bien écroulée à plusieurs reprises, tu vois, avec des moments de résilience très forts. Et là où je te rejoins sur la femme en particulier, c'est que c'est plus féminin de manquer de confiance en soi. Et aussi, on est très solidaires entre femmes, c'est-à-dire dans la cour de récré, les petites filles, si on joue à l'élastique, si on a une qui tombe, qui s'écorche le genou, toutes les petites filles vont arriver, prendre soin d'elle, etc. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Ouais, parce que, tu vois, en grandissant, j'ai moins le sentiment que cette sororité existe. Ah oui? Ouais. En tout cas, ce que je voulais faire, c'est un parallèle avec les petits garçons qui, eux, jouent au foot. Vrai qu'ils sont plus, et puis, et là, par contre, s'il y a un petit garçon qui tombe dans les cours d'écrit en jouant au foot, la partie continue. Et donc, le petit garçon, il doit apprendre à se débrouiller seul. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, alors que nous, on est un peu dorlotés. Et du coup, quelque part, c'est chouette. Et en même temps, on est surprotégés. Et on est moins à même tu vois. Oui, de se mettre en avant, parce que c'est vrai qu'en fait, on est tout le temps, et ça c'est bien, moi j'aime pas trop, je dis que c'est bien aussi d'avoir ce côté empathique, prendre soin de l'autre. Et c'est aussi pour ça que les femmes se retrouvent, j'avais eu une étude comme ça, dans des métiers du soin finalement. Oui. Oui, effectivement, c'est très féminin au départ de prendre soin, de donner la vie. J'ai une expression en anglais que j'aime beaucoup, c'est sharing is caring. Sharing is caring, c'est-à-dire le partage, c'est prendre soin de l'autre. Et ça, qu'on soit homme ou femme, c'est tout aussi important. Là, tu vois, je suis à Paris depuis mercredi et j'ai la chance qu'un homme m'ait sharing son appartement. Tu m'avais dit, ouais. Improbable, c'est quelqu'un on ne s'est jamais rencontré dans la vraie vie. C'est une vraie belle histoire d'humanité, de confiance. Et on discute sur Messenger depuis 2 mois. Et quand il a su que je venais à Paris, il m'a envoyé ses clés la semaine dernière à mon adresse.
Et il est chez sa maman cette semaine et je loge chez lui. Là, tu vois. Sharing is caring. Et on se connaît pas, on s'est jamais vu dans la vraie vie. Et il y a de la confiance qui est là. Ah bah, c'est ça la vraie vie, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que c'est vrai que les médias, les gens nous forcent à croire que les gens sont méchants, tu vois. Parce que c'est vrai. Je dis pas que c'est pas vrai, mais moi je me dis des fois que on oublie et on met de côté notre bonté naturelle. Parce que des fois, quand tu vas à l'étranger, quand tu vas quelque part, souvent ceux qui t'aident, c'est des gens que tu connais pas. Non, c'est vrai. Ah mais ça c'est tellement mais vrai. Mais même quand tu galères, c'est pas des fois ta famille qui t'aide. Hein. Moi, je me rappelle, une des pires galères que j'avais eues, c'était une collègue qui m'avait fait un plein de courses. Je t'assure, un plein de courses. Et d'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à toi aussi, parce que ma carte bleue n'est pas arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. C'est pas forcément ta famille. Alors, j'ai été à la rue pendant un mois. Il y a 4 ans, j'ai vécu dans ma voiture pendant un mois. Et j'allais sonner à la porte de ma famille. Il y avait plusieurs maisons familiales, oncles, tantes, frères et sœurs, mon mari, accessoirement, à qui je demandais simplement une douche, faire mon plein d'essence pour que je puisse circuler librement, etc. Et je trouvais porte close. Je prenais un café croissant à la fenêtre de la maison de ma sœur, véridique tous les matins, tu vois, en me disant, il y a un moment, elle va craquer. C'est pas possible, elle va ouvrir sa porte. Bref. Moi, ça me... Bon. Il y a, oui, mais en fait, il y a l'affect qui est là, où pour eux, c'est souffrant de me voir dans cette situation, tu vois. Bon, peu importe, c'est à eux de l'expliquer, mais ce que je voulais dire, c'est que je te rejoindre. Un jour complètement excédée, j'ai monté 4 à 4 les marches d'une église, c'était à Nantes, en disant je vais aller voler l'argent dans les urnes pour mettre de l'essence dans ma voiture. J'arrive, la porte est fermée, la porte de l'église est fermée. Je suis fumax, il y a un SDF qui dort à moitié, qui somnole. Et puis je lui demande si je peux m'asseoir à côté de lui, il me dit bien sûr. Puis je lui raconte mes galères, je dis ça y est, je suis à la rue, 24 ans de mariage, je viens de me faire jeter. Et il faisait chaud, c'était au mois de septembre 2021. Et je lui dis, j'ai tellement envie d'aller au bord de la mer. Et là, il s'est même pas réveillé. Il sort, il lève sa carte bleue, véridique. Il dit, on y va. Il dit, on y va. En fait... Pause. On va revenir là-dessus, petite. Donc oui, ce SDF me lève sa carte bleue, tu vois. Tu comprends ce que c'est qu'une carte bleue quand tu es en galère de carte bleue. Écoute, tu sais bien, même un café, tu peux pas te le payer. Et là, on est parti pour notre plus belle vie, quoi, tous les deux. J'avais la voiture. Bon, on va faire pause parce que tu racontes trop de choses et moi, j'aime bien rentrer dans le détail. Ah oui? Déjà, premier point. Tu as dit un point hyper important, que maintenant, tu te sentais un peu réalignée, tu te sentais bien et que ça a été un parcours. Oui. Moi, je voudrais que tu reviennes un peu sur les grandes étapes, enfin, forcément, parce sinon on va prendre des heures et des heures. Mais je voudrais que tu reviennes sur ces grandes étapes, parce que j'imagine qu'il y a peut-être une personne, une femme ou un homme qui est dans la même situation ou qui vit. Et je voudrais vraiment que tu détailles comment tu es arrivée à cette femme pétillante, parce que je sais que ça a été un gros parcours. Ouais. Bon, j'ai une nature joyeuse, pétillante depuis toujours. D'où ma petite fleur. En fait, je suis blonde aux yeux bleus, mais j'ai du sang tahitien. Et donc là, j'ai le mana tahitien, la joie de vivre de ma grand-mère maternelle, qui a toujours été là. Mais j'ai vécu des choses très dures, mais comme tout le monde. Et je n'ai eu de cesse que de travailler sur moi pour penser mes blessures du cœur, en fait. Mes blessures d'amour avec mes parents, principalement. Enfin, pour la majeure partie des gens, c'est ça qui nous empêche d'avancer, d'être qui on est, etc. Et ben écoute, je n'aurais jamais cru ce que j'ai vécu en début d'année, à savoir, en fait, ça a été un élément extrême, un moment de vie extrêmement violent qui a réveillé cette énergie vitale en moi. J'ai une amie qui pratique beaucoup les arts martiaux, qui a une culture asiatique très, très importante. En fait, j'ai vécu un entretien annuel avec mon manager où j'ai été en pleurs pendant 2 heures. Ouais. J'étais en pleurs pendant 2 heures. En fait, qu'est-ce qui se passait? Tu t'es rendu compte de certaines choses, c'est ça? Non, en fait, ce moment-là, pour moi, était complètement pathétique. On ne parlait pas de mon travail, de mon investissement, de la qualité de mon travail, ou très peu. C'était pathétique sans rentrer dans les détails. Moi, ça m'a touchée. Je trouvais ça... je touche mes coups. Je trouvais ça vraiment injuste
Ça n'avait pas de sens. C'est venu toucher mon senti, enfin ouais, la valeur de la justice, c'est quelque chose qui est là chez moi depuis la cour de maternelle. Et donc, ça a été comme... donc, mon ami me disait qu'en fait, les moines bouddhistes, quand ils méditent, on leur met des coups de bâton dans le dos. Ouais, ça a un nom. Et en fait, ça s'appelle le bâton de l'éveil. En fait, l'idée, c'est en état méditatif, c'est de réveiller, en fait, ton âme, tu vois. Et ben, ce qu'elle m'a dit, parce que je suis musicienne, c'est une amie musicienne, on est voisine d'orchestre, et j'avais plus de souffle, j'arrivais pas à travailler mon souffle malgré des exercices théoriques, etc. Et 2 jours après mon entretien annuel, je prends ma flûte traversière, et là, j'ai une note qui sort, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. Donc j'appelle mon amie Florence, et je lui dis, j'ai retrouvé mon souffle. J'ai retrouvé mon souffle. Parce qu'en fait, elle a crié Alléluia. Il y avait plein de choses qui sortaient pas, en fait, qui étaient bloquées. Elle m'a dit, c'est ce bâton d'éveil, cet entretien annuel, ça a eu l'effet du bâton d'éveil et c'est venu réveiller ton énergie vitale. Elle m'a dit, c'est extrêmement rare. Et une fois que c'est arrivé, ça ne disparaît plus jamais. Et donc, moi qui travaillais sur moi depuis des années, avec tout un tas de thérapies, j'ai commencé par des choses très... psychologue, etc. Puis de plus en plus des soins... j'ai vraiment essayé beaucoup de choses au niveau énergétique aussi. Et ben ça a été ce coup de massue là, cet entretien, ce choc d'injustice. Je sais pas si tu te souviens, mais est-ce qu'il y a eu des mots percutants? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné peut-être le regard? Est-ce que tu l'as senti? Parce que c'est possible aussi que tu l'aies pas senti. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu des mots poignants? Peut-être. Non, ça n'a pas été un mot. Ça a vraiment été le tout, quoi. Le côté injuste et pathétique de ce moment où mon corps s'effondre. C'est-à-dire je n'ai plus aucune... Moi qui ai du caractère, qui ai de la force, je me suis juste effondrée. Mais en fait, ça vient me montrer aussi l'importance de l'émotion. C'est-à-dire que pour moi, chaque émotion est juste. Et si à ce moment-là, je m'effondre, c'est que ce que je vis est inacceptable. C'est impensable, tu vois. Mais comme mon anecdote chez Adéco, c'est ces choses-là qui m'ont bousculée et qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et le nom de mon entreprise que j'ai choisi déjà il y a plusieurs mois, c'est Sharpie Choc. Parce que j'accompagne les gens de façon... je les bouscule. C'est-à-dire, je leur mets pas... Je prends le point, ça peut paraître un peu... Mais en fait, je vais pas... tu vois, j'ai vu une psy pendant des années et avec du recul, je me dis, mais elle savait ce qu'il y avait... Pourquoi elle m'a rien dit? Elle m'a juste écouté. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. Alors, de toute façon, c'est ma façon de faire, d'accompagner les gens. Je suis comme mon fils dit de moi, que je suis une très bonne maman de substitution. Et c'est ma façon d'accompagner les gens, quel que soit leur âge. C'est d'être extrêmement bienveillante, de faire les choses avec amour, mais aussi avec fermeté et avec vérité et franchise. C'est-à-dire que je vais faire très attention et je vais me fier à mon ressenti, parce que je suis quelqu'un de très compassionnel. C'est-à-dire si j'oublie un peu qui je suis et que je pense à l'autre, je vais ressentir dans mon corps la douleur de l'autre. C'est vrai? Oui, mais vraiment. Et tu arrives à dissocier, parce que c'est vrai que souvent ça peut nous arriver, mais tu arrives à dissocier quand c'est pas ta douleur à toi. Quels sont les symptômes? Comment ça se matérialise? Comment tu sais que ce que je suis en train de ressentir là, ça ne m'appartient pas? Ah, c'est hyper intéressant, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai toujours du doute. Toujours du doute. Même si des fois c'est évident, c'est-à-dire que là je parle de mon histoire. C'est évidemment, si je ressentais quelque chose dans mon corps, ça me concerne moi. Et quand quelqu'un me raconte sa vie et que tout d'un coup je me mets à avoir des douleurs terribles dans le dos, dans l'épaule, je sais que ça ne parle pas de moi. Et c'est incroyable, j'ai mon corps, j'apprends, c'est assez... je suis très connectée à mon corps et au ressenti. C'est comme un détecteur de mensonges quand quelqu'un me parle et en fonction de l'endroit où je vais ressentir une douleur,
je vais savoir que ce dont il me parle, c'est un sujet d'injustice dans sa famille ou du mensonge. Tu me donnes des frissons. Et donc là, tu vois, il y a une femme que j'ai accompagnée. À la fin de la séance, j'avais la bouche très pâteuse, etc. Alors que c'est elle qui parlait beaucoup. C'est qu'il y a énormément de mensonges dans sa famille. J'ai plein, tu vois, de signaux comme ça où... Mais ça fait quoi? Ça fait 1 an que vraiment je suis connectée à mon ressenti vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était... moi, je ressentais des choses, mais je vais te donner le premier exemple qui est absolument flagrant, c'est au travail. J'ai un collègue qui travaille en qualité, qui est au bureau d'à côté de moi, qui arrive un matin, qui me dit « Oh, Clotilde, j'ai mal au dos, je suis pliée en 4, j'ai pas dormi de la nuit et tout ça. » Et moi, j'éclate de rire, je me moque de lui. Je dis « Oh bah moi, tu vois, mes 110 kilos, j'ai jamais mal au dos, je suis en pleine forme, je peux danser toute la nuit, etc. » Jamais mal au dos. 1 heure après, Priscilla, je t'assure. T'as eu mal au dos? Et il avait plus mal au dos. J'avais mal au dos. Je suis allée chez l'ostéo le lendemain. Je t'assure. Et ça a été un des éléments où je me suis dit, ok, j'absorbe vraiment le mal de la personne. Pause, tu dis trop de belles choses, c'est pas possible. Ça veut dire qu'au final, tu te rends compte que finalement, tu fais aussi du magnétisme. Parce que ça, c'est du magnétisme. C'est-à-dire que quelque part, tu as traité sa douleur. Oui. Alors, je magnétise énormément. J'électrise... J'adore. Et c'est pas quelque chose que pour lequel je me suis formée. J'étais inscrite en septembre à une formation en magnétisme, parce que je sentais depuis 5 ans que ça avait le feu qui... Mais voilà, en fait, je me suis inscrite à la formation en août pour septembre, et en fait, en août, je t'ai raconté, je me suis retrouvée en tailleur toute seule sur la plage, parce que j'habite au bord de la mer, avec une boule de feu que je sentais, j'avais les doigts complètement électrisés. Et j'étais là, Martin, c'est mon frère qui a lu Dragon Ball toute son enfance. Je fais quoi de cette boule de feu maintenant qu'elle est là? Et puis, comme il n'était pas là pour me répondre, je l'ai jeté à l'univers. Donc, j'ai une très forte puissance en magnétisme. Et j'ai aussi plein d'exemples qui m'ont fait comprendre scientifiquement. Je suis d'une famille d'ingénieurs. Et je le suis. Moi, mes études, mon bac, j'ai eu 18 ans maths, physique. Je suis très scientifique. Malgré toutes ces choses qu'on va dire ésotériques ou de l'ordre du monde de la sorcière. Écoute, il y a beaucoup de scientifiques qui croient justement en l'ésotérisme. Moi, tout ce que je vis de façon ésotérique, je me l'explique scientifiquement. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses où je me suis rendu compte que ma pensée était créatrice. Ça, c'est pas juste je pense, non, c'est je le vis. C'est-à-dire j'ai une pensée. J'avais une petite 206 dans laquelle j'ai vécu là pendant 1 mois à la rue. Elle a rendu l'âme, elle était devenue dangereuse, elle freinait plus. Donc elle était garée devant mon garage. En épave, il fallait que je l'amène à la casse. Et je procrastinais. Et un soir, je rentre chez moi, je contourne cette voiture. Je dis, oh là là, si seulement des manouches pouvaient me la piquer. Manouches. Là, je m'entends très bien avec eux. Oui, je sais. J'ai pas de... je m'entends très bien avec les gens du voyage. Et si seulement ils pouvaient me la piquer, que je serais débarrassée, que je toucherais l'assurance et tout. Et je me couche, il était 10h du soir. Et là 4h du mat. Ding dong. 3 flics. 3 flics. Madame, vous êtes propriétaire du 206 Blanche? Oui. On l'a retrouvée brûlée près d'un camp de gens du voyage au bord de la Loire. Ce jour-là, je travaillais au chantier de l'Atlantique à l'époque. Et le jeudi, je raconte ça à mes collègues qui ne me croyaient pas. Ils me disent, c'est pas vrai, t'as manigancé le truc, etc. Mais moi, ce jour-là, je faisais jusqu'à présent attention à la pureté de mes mots. Et je me suis dit, ce jour-là, Claude, même ta pensée doit être pure. Toutes tes pensées doivent être pures. Attends, on va là, tu dis trop de choses, trop de belles choses. Moi, je suis... Faites la terre. Non, mais c'est fou, tu sais, parce que moi, je pense qu'un de mes dons, c'est de pouvoir absorber justement les paroles des gens. J'adore, mais je t'ai dit depuis que j'adore. Quand j'écoute comme ça, j'ai l'impression de grandir, tu sais, par millimètre. Enfin bref. Je voulais revenir, donc, après cet entretien, donc là, tu as une espèce de montée de Kundalini, là, et tu retrouves ton énergie vitale.
Qu'est-ce qui se passe après, concrètement? Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui change? Quels sont les pas que tu mets en avant pour justement devenir cette nouvelle Clotilde? Alors, sur le coup, je me suis effondrée. C'est-à-dire que j'étais au bout. Et j'ai appelé le 15, j'ai fait une semaine en psychiatrie. En février, c'était la torture. J'ai été bâillonnée, isolée, injectée. Super, merci pour le soin. C'est parti. Non, je souris, mais non, je souris, mais je suis très, tu vas voir, c'est vraiment quelque chose qui me touche, la barbarie qui se passe en psychiatrie, parce qu'ils savent pas faire comment faire autrement, d'accord? Mais bon, je vis une semaine terrible et j'arrive administrativement à m'éclipser. Je sors, je suis pas bien. C'est-à-dire, j'ai ma boule de feu, en fait, cette énergie extrêmement forte que j'arrive pas à contrôler et j'arrive pas à retrouver le sommeil, tu vois. Tellement ça m'a bousculée. Et en fait, je me suis isolée. Non, très important. Cette phase que la psychiatrie appelle maniaque, c'est-à-dire que t'as la tête qui part dans les étoiles. Moi, dans ce cas-là, je garde les pieds sur terre, mais je trouve plus le sommeil. J'ai une pensée extrêmement créative. C'était le dawa dans mon appart, un truc de fou. J'ai vécu ça seule dans mon appart de façon très libre. Tu vois, j'ai laissé éclater j'ai refait la déco, etc. de tout mon appart, mais j'arrivais pas à redescendre. Ça a duré 6 semaines, jusqu'à ce que j'ai un amoureux qui vienne chez moi un après-midi. Tout simplement. En fait, j'ai passé un après-midi avec un homme qui m'aime, qui m'a pris dans ses bras, qui n'a pas été, tu vois, qui a vu l'état bordélique de mon appart. Pas jugé. Absolument pas jugé, aucune inquiétude, qui savait pas ce que j'étais en train de vivre, même si c'était pas la première fois qu'il connaissait mes antécédents de décompensation comme ça. On a juste accepté, on a passé juste un moment de tendresse et d'amour. De présence. Et d'être prise dans les bras par quelqu'un qui m'aime. Et ben, je dormais avant même qu'il parte de la maison. J'avais retrouvé le sommeil. Mais à la force de l'amour. Non, tout simplement d'être pris dans les bras. On le voit avec les bébés. On le voit avec les bébés, comme quoi ça peut tuer des enfants si tu les prends pas dans les bras. Bien sûr. Mais même nous, en fait, quand tu retrouves, j'imagine, cette force intérieure, cet enfant intérieur, finalement, il n'y a plus rien. Même j'en parle, j'ai l'impression. Il n'y a pas plus fort que finalement ça. C'est ça. Et tu vois, moi qui ai vécu, c'était la 3e fois que je vivais comme ça une décompensation. Mais c'est la première fois que je le vivais seule. C'est-à-dire que les 2 précédentes, c'était des années avant. C'était avec mon mari et mes enfants, qui, eux, s'inquiétaient, s'angoissaient, et c'est pire que tout. C'est pas du jugement, c'est juste factuel. Là, d'avoir été seule et d'avoir reçu cet amour. Inconditionnel. Sur le moment, il est inconditionnel. Avec du recul, je me dis, mais c'est tellement simple, en fait. Tu vois, ce qu'ils essayent de mettre en place avec de la contention, de l'isolement, etc., c'est pour retenir tout ce feu. Mais en fait, on a besoin, c'est une énorme crise d'angoisse. On a simplement besoin d'être pris dans les bras, rassuré. Enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas faire de généralité. Mais quand même. Moi, voilà ce que j'ai découvert. Donc, déjà, je vis ça. Je perds pas le fil de ta question. Qu'est-ce que j'ai fait après cet événement? Et je me suis isolée. Je suis partie 3 semaines toute seule à la montagne, dans un chalet, toute seule. Avec plein d'objets qui me font du bien. Mon instrument de musique, de quoi dessiner, de quoi peindre. Reconnecter aussi. Voilà, et j'ai passé 3 semaines seule. Et je suis revenue. Et c'est tout, c'était derrière moi, cet épisode. Après, il y a eu un autre épisode très marquant cet été. C'est que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Julien sur Tinder. Je rentre le soir à 2h du mat, je me connecte. Il est connecté, on se rencontre le soir même. Donc, plan Tinder. Et très vite, je me rends compte qu'il a un type de personnalité. Je mets des grosses guillemets, mais lui l'a utilisé, donc je me permets de l'utiliser. De pervers narcissique. Et moi, mes phases maniaques, on dirait que c'est de la bipolarité. Donc, cet homme, au départ, je lui dis, je vais te prendre comme un cobaye pour voir ce qui se joue dans une relation entre PN et bipolaire. Enfin, une femme qui a décompensé après 24 ans de mariage avec un homme bipolaire.
Et je lui ai écrit une lettre de 4 pages où je lui dis, moi, tous les hommes dans ma famille sont des pervers narcissiques. Mais ça, tu le savais quand tu le rencontres? Très vite. Ouais, très vite. Pas au début, les 3 premiers jours, il y avait quelque chose de tordu qui a titillé ma curiosité. Mais très vite, je l'ai su. Et j'ai été, on va dire, comment on appelle ça en tant que coach, on a une supervision. En fait, ça, je l'ai fait de façon supervisée avec une femme qui s'appelle Antonia, qui m'accompagne depuis des années. Et je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire parce que je savais que c'était dangereux. C'est-à-dire que je nous mettais, Julien et moi, dans une cage, lui étant le RAPN, moi la petite souris bipolaire. C'est-à-dire qu'une fragilité, des failles émotionnelles et dans la compassion toujours vers l'autre, etc. Et puis aussi ma blouse de chercheur, où j'allais décortiquer qu'est-ce qui fait que chez moi, il y a encore des choses qui déconnent, qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses qui ont déconné au point où je me suis retrouvée brisée après 24 ans de mariage. Qu'est-ce qui me reste à guérir pour être bien et ne plus être, pour ne plus m'oublier. Ouais. Mais je trouve ça ultra fort et ultra courageux. Parce que finalement, c'est comme si tu étais toi-même l'objet de ta propre observation. Mais c'était ça. Ouais. C'était ça. Mais c'est comme si, tu vois la vision en 3D. Tu vois, tu as la vision en 3D, tu as là. Julien dirait la vision macro. Ouais. Oui. Mais je trouve ça hyper puissant et d'une intelligence, et en même temps, une intelligence qui est hyper fulgurante, que tout le monde n'a pas, et en même temps assez dangereuse, parce que comme tu l'as dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire que tu sais quelque part, mais en même temps tu y vas, mais tu sais aussi que si t'en sors gagnante, bah là tu vas gagner beaucoup. Ben voilà. Ouais. Ah là là, mais t'es hyper brillant. Non mais je me suis vraiment mise en danger. Vraiment. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je te dis. Oui, mais je te l'ai même pas dit. J'allais dire comment tu le sais. Bah parce que j'analyse en même temps. Parce que j'analyse en même temps. Je me dis, mais en même temps, il faut être un peu folle, mais en même temps, hyper brillante pour se dire, je me mets. En fait, c'est une intelligence pour se sauver soi-même. Pas que moi. Je l'aurais pas fait que pour moi. En fait, qu'est-ce qui a nourri ce désir d'aller au bout de ma relation avec Julien dans cette situation schizophrénique du chercheur et de la petite souris. Bah oui. Et de cette prise de risque consciente, c'est qu'en fait, dans la mesure où tous les hommes de ma famille sont PN, je t'ai pas dit mon grand-père, mon père, mon mari, mon ex-mari, le père de mes enfants, mais attends, si cette terre était là, moi je suis divorcée, sauf que j'ai un fils. Ouais. Ah oui, donc tu voulais aussi casser cette ligne. Mais en fait, c'est plus possible. Si tu veux, mon fils, il a été en couple pendant plus de 4 ans avec une jeune femme qui est comme ma fille. Ils se sont séparés au mois de juin. Moi, moi, sa maman, j'arrive pas à comprendre ce qui se joue chez ces hommes. Mais en fait, mon fils, il n'est pas digne d'être aimé. Parce que c'est un monstre et qu'il faut partir quand on s'est rendu compte qui il était. Voilà. Et donc, en fait, c'est la motivation aussi d'une maman qui dit pourquoi ces hommes ne seraient pas dignes d'être aimés, pourquoi, d'où, enfin, si on écoute le mainstream sur eux, quand les chambres à gaz pour PN, en fait. Voilà. Donc le moteur, c'est aussi. Mais c'est ultra, je trouve ça ultra puissant. Il faut, j'ai même pas les mots parce que je trouve déjà beaucoup. En fait, là, tu as raisonné déjà comme une maman avec beaucoup d'abnégation. C'est-à-dire que je m'oublie un peu moi parce que je vais beaucoup plus loin. Je vais essayer de chercher et en même temps, ce que je vais dire, ça va peut-être choquer, mais je trouve ça bien parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui ose aller mettre les pieds dans quelque chose qu'on sait, tu mets un couvert. Ok, c'est un pervers narcissique, c'est bon, on le jette. Mais quand toi-même, tu es la maman, entre guillemets, d'un pervers narcissique, que tu te dis, ça va me donner les larmes aux yeux, mais tu te dis, je vais essayer de trouver, en fait, le pourquoi. Je trouve ça, mais... Parce qu'en fait, tout le monde, aujourd'hui, c'est trop facile. On se dit, oh, je suis avec un pervers narcissique, pouf. Des fois, c'est même soi-même le pervers narcissique. Oui, jamais compte. C'est toujours l'autre. Je le mets sous le tapis. Mais là, quelqu'un qui se dit, ok, là, mon fils, ça veut dire que quelque part, t'assumes. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et d'un autre côté, tu te dis, ok, il est peut-être comme ça, mais moi, je vais l'aider à pouvoir à rebriller, finalement. Mais parce que je les aime, ces hommes-là. Parce qu'ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ils sont d'une intelligence rare.
d'une sensibilité rare. Ah bah oui, ouais. Et tu vois, pour avoir fait pas mal de jeux de rôle avec mon mari et aussi Julien cet été, si j'avais une image de ces hommes, et puis aussi tout ce que j'ai vécu avec mon fils, en particulier pendant son adolescence, pour moi, c'est des hommes qui sont... Tu sais, on dit qu'on est blindé, on se blinde le cœur. On peut avoir une armure autour du cœur. Ouais. Eux, c'est pas une armure autour du cœur. Ils sont dans les fins fonds d'un château fort dans lequel ils se sont enfermés. C'est-à-dire que à l'intérieur d'un énorme château fort, très, très belle. Tu descends dans les plus profondes douves de ce château, et là tu as un petit garçon, d'accord, qui est triste, et qui est là et qui dit mais pourquoi personne ne m'aime, pourquoi je fais du mal, pourquoi, tu vois. Et donc en fait moi, tout ce combat, parce que c'est un combat vraiment, j'ai risqué même ma vie cet été. Mais en fait, je sais qu'au fond de ce donjon, enfin de ce cachot, il y a un petit garçon qui est là, Clotilde. Je t'attends, je t'aime. Déjà, j'ai envie de te dire, enfin, je sais pas si, tu vois, le mot qui me vient, c'est, t'es une femme courageuse. Bravo. Non, mais sincèrement, parce que c'est vrai que souvent, bah, comme je te dis, je vais me redire, mais on les jette, mais en fait, c'est des êtres humains comme nous, en fait. Ben oui. Ils ont juste besoin. C'est vrai que l'image est très forte et très puissante et j'espère qu'elle va tourner partout. Non, mais c'est vrai. Qu'en fait, ils sont juste au fin fond d'un et qu'en fait, ils ont eux aussi quelque part, ils sont en train de crier aidez-moi, aidez-moi, mais personne peut t'entendre parce que t'es au fin fond. Et donc ça, c'est l'image moi qui m'aide beaucoup. C'est que je sais qu'au fond, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils montrent, il y a ce petit garçon. Et tu sais, il y a un sketch de Florence Foresti, je sais pas si tu le vois, mais ceux qui le connaissent, où elle schématise les hommes, les grands hommes, fiers, sûrs d'eux, etc. Et que qui à l'intérieur, un petit garçon qui est là, pourvu que je vais pas bégayer, pourvu que je ne prenne pas les pieds dans le tapis. Tu vois, c'est cette image-là. Après, il y a aussi des choses, quelque chose de fascinant que j'ai découvert cet été avec Julien, mais c'est au niveau des mécanismes du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mécanisme, tu vois, de clapet qui fait qu'il s'automente, mais sincèrement. C'est-à-dire quand on dit oui, ils font ça consciemment, pas consciemment. Non, il y a vraiment une protection qui fait qu'ils s'automente. Où moi j'ai vu que, puisque Julien m'a parlé de pervers narcissique, parlant de lui, etc., mais qu'en fait si il avait la validation qu'il l'était, ça voudrait dire qu'il est un monstre, si on entend le mainstream. Et donc c'est pas entendable par la conscience, donc tu vois, donc tu switches. Et ça je l'ai vu, c'était ça a été d'ailleurs le dernier moment de partage avec Julien. Depuis il y a de la distance. C'est qu'il me liste, il prend son téléphone et puis il regarde tous les critères de qu'est-ce que c'est qu'un PN, tu vois. Et il y avait une quinzaine de trucs. Et puis à chaque critère, je dis oui, tu es comme ça, oui, tu es comme ça, oui. La dernière ligne, il comprend la phrase à l'envers. Il ne comprend pas. Et je lui dis non, Julien, c'est pas ça que dit la phrase. Une fois, deux fois, trois fois, et depuis on se voit plus. Et j'ai vraiment, tu vois, ce mécanisme du cerveau de clapet et de protection. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi pour se protéger. Qui accepterait ne pas être aimé finalement, tu vois, qui accepterait. Et d'ailleurs, c'est la phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Enfin, c'est que des gens finalement qui voulaient faire du bien, mais qui se sont retrouvés en enfer. Parce que je pense pas que l'être humain est fait pour assumer je suis un monstre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Et je pense qu'on a tous au fond de nous ce côté où on se dit en fait non, je suis bien, tu vois. Et je pense que, en tout cas, la création même, je sais pas Dieu ce qu'il a pensé quand il a créé, mais je suis persuadée qu'il nous a mis en nous ce côté je suis bien, je suis bon, tu vois. Après, effectivement, il y a eu des travers, des traumatismes, tout ça qui nous forge, mais je pense pas que quelqu'un accepte de se dire je suis pas aimé.
Ok, je suis un monstre, personne, même Hitler, enfin, tout le monde, en fait, tout ça, quand tu regardes, on s'autogratule toujours, parce qu'on a toujours quelque chose de bien en nous, finalement. Alors, moi, tu prêches une convaincue. C'est-à-dire que tu vois, tu parles de Dieu. Moi, d'une famille catholique, je ne crois pas en Dieu. J'ai beaucoup de respect pour les religions. Je ne crois pas dans l'église dans laquelle j'ai grandi. J'aime la spiritualité et plein de valeurs. Mais quand j'ai demandé à 13 ans à mes parents de plus aller à la messe le dimanche, ils m'ont dit en quoi tu crois. C'est un immense cadeau qu'ils m'ont fait. À 13 ans, ils m'ont demandé de me poser la question, Clotilde, en quoi crois-tu? Et ma réponse, elle n'a pas été spontanée, hein, j'ai pris le temps de la réflexion. C'est je crois en l'homme. Je crois que l'homme est bon. Je crois que je peux faire du bien autour de moi sans aller à la messe tous les dimanches. Et ça, je le crois toujours. C'est-à-dire que moi, je tombe en amour de toutes les personnes que je rencontre. À partir du moment où je la rencontre. Alors, c'est là où je suis. Je suis très bonne accompagnatrice. Je n'ai aucun jugement quand j'écoute les gens. C'est important. Vraiment, c'est naturel. Je ne juge pas les gens. Mais je pense que c'est un don des gens qui sont, tu sais, moi je pars du principe que tout le monde a ses talents, les talents prédominants. Et moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que surtout quand je suis en mode j'écoute, je t'assure, c'est tout. En fait, c'est comme si tes paroles là, ça coule. Et en fait, j'ai même pas le temps d'analyser ce que tu me dis finalement, parce que pour juger, il faut rentrer dans le mental, il faut machin. Ah oui. Non, en fait, ce que tu dis, ça rentre. Et en fait, c'est mon corps qui le vit finalement. Tu vois, des fois, tu vas dire des choses, et là, je sens qu'il y a une espèce de montée, des larmes qui montent, et de la joie. Enfin, et il n'y a pas le temps du jugement. Par contre, quand je vais, comme tout le monde, hein, je vais marcher, je vais faire des trucs, bah là, oui, tu vois, comme je suis redescendue en mode humain, naturel, en mode, voilà, là, je peux avoir du jugement, comme tout le monde. Mais là, quand je suis en mode j'écoute, j'ai vraiment, mais c'est rare, hein, ça m'est arrivé une fois, c'était pas un jugement, mais c'était un questionnement. Tu sais, la personne, elle me racontait quelque chose, et puis là, je reviens à moi, je me dis, mais c'est vraiment vrai ce qu'elle a vécu. Tu vois, mais c'était pas un jugement. Après, je suis pas une sainte, c'est-à-dire, je te rejoins, quand je suis dans l'écoute, il n'y a pas de jugement. Par contre, il y a des choses qui vont venir me heurter, et même, moi, ça m'arrive d'avoir de la rage, hein, c'est normal. Et quand j'ai de la rage, je peux faire peur, hein. C'est-à-dire que là, avec ma petite fleur et tout, je peux paraître bien bisounours. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Si quelqu'un me met la rage, il le verra dans mes yeux, hein. Je peux être assez, enfin, j'ai aussi cette puissance-là. Mais c'est bien, mais tu vois, j'en parlais avec un ancien collègue, je lui disais, mais c'est bien d'accepter qu'on est binaire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas, non, moi je supporte pas les gens qui vont dire oui, je suis toute bonne, machin. Non, dans le fond, on est bon, on est bienveillant. Par contre, c'est comme je disais, moi demain, tu prends ma fille, tu la tues, ah ben, je t'assure, ou même tu lui fais du mal, je t'assure que le côté bienveillant de moi, il va disparaître. Hein. Si tu me laisses, mais même un couteau, excusez-moi, on n'est pas là pour faire du mal, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, on est humain. Et ces sentiments-là qu'on a mis en nous, c'est décuplé. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui fait du mal à tes proches, ou même pire, des fois, même, comme tout le monde, tu peux avoir, tu sais, un espèce de ras-le-bol de tout. Viens me chercher. Tu vas voir que je suis aussi bienveillante. Non, mais, et je trouve ça, en fait, c'est un niveau d'intégrité. J'ai bien d'intégrité que pas beaucoup de gens ont. Tu vois, c'est soit les gens, ils vont prêcher, bah, je suis joyeuse, je suis machin, tanani. Oui, mais il faut aussi assumer que on est cette personne. Non, je suis aussi une guerrière. Je suis aussi une guerrière. Tu vois, je vais te prendre la signification de mon prénom. La sainte patronne qui s'appelle Clotilde, c'est, je pèse mes mots, à cause d'elle que la France est catholique. Elle était reine des Francs, femme de Clovis. Il partait à une guerre perdue d'avance. Elle lui a dit, toi mon coco, je vais prier mon Dieu. Deal ou pas deal, tu vas à la guerre, tu la gagnes, tu reviens, t'es catho. C'est ce qui s'est passé. Il a gagné la guerre, il est revenu, il s'est fait baptiser, la France est devenue catholique à cause de, j'ai envie de dire Bibi, Sainte Clotilde, tu vois. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, quand je vois moi, la religion, c'est le dogme, hein, que je trouve terrible, en particulier, et puis toutes les atrocités qu'on connaît au sein de l'Église. J'avais porté, tu vois, à travers mon prénom, cette forme
de responsabilité où j'ai presque eu envie de changer de prénom. J'ai essayé de prendre mon deuxième prénom, qui est un très joli prénom tahitien qui se dit Meire, M-A-I-R-E, mère. En plus, c'est très beau parce que ça a plein de significations. Mère, la mer, la maman, la mer, l'océan. Et c'est une fougère sauvage. Mon côté, tu vois, sorcière, chamane, ça a du sens. Bon, c'est impossible de me changer de prénom. Tout le monde m'appelle Clotilde, c'est un joli prénom. Clo. Enfin, j'ai gardé mon prénom. Mais il y a eu ça. Puis derrière, la signification d'un prénom, c'est hyper important. J'ai cherché ce que signifiait Clotilde. Pour moi, ce que je retiens aussi de ce que je vis, qui je suis au sein de ma famille ou des organisations de manière générale, c'est Clo, il dit ce qui est clos. C'est-à-dire que je dis les choses. D'accord ? Et surtout les choses qu'on ne dit pas souvent. C'est surtout ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on se dit tous les jours, mais il y a des gens qui savent soulever le tapis et dire les choses. Voilà. Je dis les choses. Et donc ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment moi. Ce qui provoque souvent du rejet, y compris de ma famille, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre. Et moi, je suis là, je dis les choses, tu vois, mais j'assume. C'est mon rôle dans ma famille et dans les organisations de manière générale. Et je sais que ce que je dis, sur le coup, ça n'est pas forcément facile à entendre, mais derrière, je sais que c'est que du bon, tu vois. Donc, je l'assume complètement et j'assume les conséquences du rejet aussi, qui en découlent. C'est pour ça que je te dis, c'est une forme d'intégrité qui est plutôt très haute, c'est-à-dire que tu assumes qui tu es en général et ça a des conséquences. Tu vois, il n'y a pas de masque. Ah non. Ouais, ça, souvent, ça a des conséquences. Soit on t'aime, soit on t'aime pas, mais au moins, t'es à l'aise avec ça, tu vois. Oui. Et je vais juste revenir, parce que le temps avance, sinon on va passer 3 heures. Moi, donc tu disais tout à l'heure, tu as pris le temps pour toi une fois que tu as eu cet événement-là. Et aujourd'hui, tu accompagnes des gens. On va rentrer un peu dans le cœur de cet accompagnement. Qui peut venir te voir concrètement? Déjà, ceux qui auront écouté le podcast et qui ont au niveau sensibilité, qui se diront tiens, ça me parle. Une chose est sûre, c'est que là, du coup, j'étais en arrêt maladie depuis février. Et puis on a mis fin à mon contrat il y a quelques semaines. Les personnes que j'ai naturellement accompagnées toute l'année sont des personnes plutôt sur en profonde souffrance, sur des problèmes, enfin des souffrances très très fortes. J'ai accueilli chez moi un jeune migrant boat people, un homme sorti de prison, Olivier, une évadée d'hôpital psychiatrique, Patricia, un SDF qui vivait en tente, qui est en fait un ancien militaire très haut gradé, très formé physiquement, etc. Et tout l'été, j'ai entendu Clotilde, je ne comprends pas, tu es la première personne à qui je dis ça, je n'en ai jamais parlé à personne. Beaucoup de gens avec des idées suicidaires viennent à moi naturellement. Tu vois, c'est vrai. Je les cherche pas. Il n'y a pas de naturellement parce que c'est des sujets. L'ayant vécu moi, à travers mon frère. En fait, tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, je suis bien née et pourtant j'ai été SDF, pourtant j'ai fait de la psychiatrie et j'ai perdu un frère de suicide, etc. Tout ça, ce sont des sujets dont je parle sans aucun tabou et de façon très apaisée. Donc, si tu veux, ça résonne aussi avec les autres, c'est pour ça, Et du coup, c'est pour ça aussi que finalement, ils viennent à toi, parce que c'est comme si t'étais, tu sais, des fois, on est redirigé un peu vers les gens, parce que la vie sait qui va nous aider. La vie sait avec qui je serai à l'aise pour parler de tel sujet, tu vois. Et moi, mon rêve, je l'ai écrit pendant une de mes hospitalisations en août 2021. À Aix-en-Provence, la seule hospitalisation où je n'ai pas été médicamentée pendant 15 jours. Ça, c'est assez merveilleux. Et j'ai écrit que je rêve de créer une hôtellerie, en fait, pour prendre en charge et prendre soin
des personnes qui auraient des troubles psychiques. Mais évidemment, sans bâillon, sans isolement, sans chimie à outrance, où tu te retrouves à baver ou les yeux au ciel, où en fait pour moi c'est la mort de l'âme parce que tu coupes la personne de qui elle est, de ses émotions, etc. Tu mets une cocotte minute au congèle, quoi, quelque part. Donc aujourd'hui, je l'ai testé chez moi toute l'année. Il faut que j'ai une avocate parce que c'est une responsabilité. Oui. Parce que c'est pas simplement de l'accompagnement d'une coach, mais c'est vraiment holistique. C'est-à-dire que je vais vraiment vivre avec cette personne. En général, ça dure 36 heures chez moi et derrière, on est toujours en contact. Mais voilà, légalement, il faut que je borde les choses. Oui. Je vais aussi encadrer aussi. Je vais aussi rencontrer une clinique privée à Guérande qui, a priori, est très pro-innovation et laisse le patient libre de la façon dont il vit les choses. Donc, moi, je vais leur partager ce que j'ai vécu, sachant que tout ça, c'est documenté. Là, j'ai commencé à créer des dossiers des personnes que j'ai accompagnées cette année. Tu vois, Patricia, quand elle s'est réfugiée chez moi alors qu'elle était hospitalisée en psychiatrie, pendant une permanence, en fait, au lieu de rentrer à l'hôpital, elle s'est réfugiée chez moi. Dès qu'elle est arrivée, j'ai créé un dossier, comme tu le ferais. Voilà. Alors, il y a cette partie-là qui, aujourd'hui, moi, je le faisais bénévolement parce qu'en tant que cadre, je suis acheteur dans l'industrie. On n'a pas parlé de la fin de mes études, mais ça fait plus de 10 ans que j'étais acheteur dans l'industrie. Je gagnais suffisamment bien ma vie pour accompagner ces gens-là, leur payer s'il fallait leurs cigarettes, leur alcool, etc. Là, c'est plus le cas. Je vais monter ma boîte dans ce cadre-là. C'est pas ces gens-là pour l'instant qui vont me faire gagner ma vie. Mais si tu veux, ça peut ressembler un peu au film Hors Normes avec Vincent Cassel. Je sais pas si tu le vois. Je l'ai vu, mais il y a longtemps, mais j'avais pas tout compris, tu vois. Après, bon très film, T'avais pas compris j'avais pas tout compris. Hors Normes? Non. Ok. Moi, il m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, il accompagne des gens là plutôt autistes simplets, enfin des personnes simplets, et de façon complètement atypique, hors norme. C'est-à-dire qu'il il demande à des jeunes de banlieue de les accueillir, de les héberger et de prendre soin d'eux, de prendre soin de ces autistes, de ces personnes simplets. Et en fait, moi, quelque part, c'est un peu ce que moi je fais chez moi, mais pas avec le même type de population. Parce que finalement, moi, c'est plutôt des personnes avec une intelligence hors norme que j'accueille. C'est-à-dire, c'est des gens dans le monde dans lequel on vit, qui sont pas adaptés et qui se retrouvent brisés par la vie et le monde dans lequel on vit. Mais il y a un potentiel derrière qui est énorme, qui est extraordinaire. Et moi, je les vois renaître, en fait. Tu vois, c'est de l'ordre de la maïotique. Je fais renaître leur âme d'enfant. Mais ça, tu vois, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je m'étais dit ça. Un jour, une des fois, je crois que je devais avoir 12 ans, je regardais à la télé, c'était C'est quoi l'amour à l'époque. Et donc, je vois un autiste, et qu'à un moment donné, il y a une dame qui dit, et j'ai toujours les mots dans ma tête, qui dit oui, il est, en gros, elle le caricature, elle dit, il est bête, il est pas intelligent. Et moi, spontanément, je me rappelle, je crois que je vais avoir, je sais plus, à l'adolescence, mais non, il est très intelligent. C'est juste c'est toi qui le comprends pas. Derrière ma télé, je t'assure. Et depuis là, même moi-même, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas dans ma tête. Je t'assure que dès là, je me souviens, c'était C'est quoi l'amour? C'était l'émission qui était présentée, je ne sais plus par qui, là. Et c'était sur les autistes. Et en fait, c'était moins connu que maintenant, c'était moins imagé. Et je me vois dire, incroyable. Mais il est hyper intelligent. C'est juste que il comprend pas, vous comprenez pas, en fait. Incroyable. Ouais, je me souviens, j'étais encore chez mes parents, libarotée, je regardais, et je me dis, comme ça, non, il est beaucoup plus intelligent, c'est juste que tu comprends pas. Ouais. Il parlait pas en plus. Et là, je me rappelle, mais non, il communique. Il parle pas, mais il communique. C'est juste toi qui n'as pas compris. Alors, tu sais, c'est très intéressant parce que j'ai appris il y a peu de temps que de 0 à 10 ans, je n'ai pas parlé au sein de ma famille. Pendant 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, au sein de ma famille, j'avais un pouce. Et là, je faisais des boucles.
Je n'ai pas parlé jusqu'à l'âge de 10 ans au sein de ma famille, 6 enfants. Et récemment, mon père me disait, mais Clotilde, tu ne parlais pas, mais tu étais extrêmement présente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne parles pas, tu écoutes et tu regardes. Bah oui. Et puis tu peux communiquer différemment. Tu vois, regarde là, on se dit des choses, j'ai des frissons, j'ai plein de trucs. En fait, tu peux communiquer différemment. Mais oui, c'est juste que c'est nous qui avons, on est centré, et c'est pas un reproche ou un jugement, on est centré sur la parole, ce qui est très important. Mais quand quelqu'un n'a pas la parole, mais je t'assure que tu peux communiquer avec lui de façon différente. Ah bah 80% de la communication, c'est du non-verbal. Bah oui, donc tu vois. Donc on est bien d'accord. Ouais. Mais si tu veux, pour en revenir. On refera un deuxième épisode là-dessus. Parce que là, aujourd'hui, on ne pourra pas tout aborder comme d'habitude, mais même à distance. On se refera. Ou c'est moi qui viendra. Ah, mais oui. Mais oui. Mais avec plaisir. Allez, on va. Ouais. On entend la mer de mon jardin, Princia. Mais attends, appelle-moi. Mais avec ta petite fille. Je vais venir. Avec ta fille. Je vais venir. C'est magnifique. Bah oui, on va venir, on va tourner. Bon, avec ma fille, ça va être sportif. On n'aura pas le temps de tourner. Bon, elle fait une sieste en tant calme. Voilà, on la met devant les dessins animés. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Parents pas parfaits, j'assume. Ou alors, attends, on peut essayer, hein. Une interview avec une petite fille de 4 ans. Ah bah oui, ça serait très la vérité sort de la bouche des enfants, elle aurait peut-être plein de choses à dire. Ah oui. Qui viendrait nous clouer le bec, là. Mais maman, pourquoi tu te filmes? Mais pourquoi? C'est qui cette dame? Écoute, moi je voudrais aussi, il y avait une question que j'ai envie de te poser avant d'arriver sur la fin. D'où tu trouves cette force, Clotilde? D'où tu trouves cette force? Parce que même quand tu parles là, je t'assure, si je pouvais la matérialiser, tu sais, je sens une espèce de... Ce que je vais dire, c'est fou, mais je vais le dire quand même. C'est une espèce de... Tu sais, quand t'es au combat, t'as une armure, tu vois, et t'as des espèces de... Et je sens cette espèce de force qui se soulève en toi. D'où tu trouves cette force? D'où tu trouves cette force? Ça me touche. Vraiment. Non, ça me touche beaucoup. Parce que moi-même, je revenais pas. C'est-à-dire, toutes les gamelles que je me suis prises, les moments de détresse, de solitude terrible, où je me suis dit, j'en peux plus. Je disais à l'univers, je sais que je suis forte, mais s'il te plaît, prends d'autres épaules. J'ai vraiment eu des moments de désarroi très profond. Et ben, systématiquement, effectivement, il y avait cette force qui ne m'appartient pas. Hein. C'est un cadeau du ciel. Ouais, ça se ressent. Pour moi, c'est ma grand-mère. C'est une tahitienne, c'est le son, c'est le mana. Tu vois, l'énergie du mana, l'énergie de Tahiti. Moi, c'est ça. C'est comme ça que je me l'explique parce que vraiment, je me suis redressée tellement de fois. Et effectivement, c'était pas la première, mais les premières fois qu'on m'a dit que je renvoyais ça m'a... Tu vois, ça m'a... Ah ouais? Tu vois, c'est une rencontre où la personne me dit, il y aurait un ouragan, on a l'impression que tu bougerais pas. Ouais. Tu bougerais pas. Et à l'époque, je l'incarnais pas. Tu vois, on me le renvoyait, je l'incarnais pas. Aujourd'hui, je me sens d'une force. Je sens cette force. Je n'ai pas de peur. Je n'ai plus de peur. Mais ça se ressent. Ça se ressent. Et paradoxalement, on sent que c'est une espèce de force et cette bulle d'amour, tu vois. C'est un gros paradoxe parce que des fois, on a tendance à mettre un en avant et l'autre en arrière, tu vois. Soit on est trop fort, trop indépendant, tout ça, et on manque d'amour finalement. Et là, on sent un équilibre des deux. Ah, c'est gentil. Vois. Non, mais vraiment, je te dis pas ça pour toi. Non, mais mais c'est ce que je ressens, tu vois. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et je pense que tu as énormément à transmettre. Ouais. Il y a plein de choses à transmettre. Me regarde pas comme ça, je vais pleurer. Ouais, vas-y. J'adore faire pleurer les gens. Ah non, mais moi, je pleure pour tout. Mais j'adore. Depuis tout à l'heure, mais pourquoi? Parce que dans tout. Mais moi, j'adore. Oui, j'adore. Mais je pense c'est pas du sadisme. Ah non. C'est que le cœur est touché. Mais oui, mais mon cœur est moi, je suis fière. Je suis fière de toucher le cœur. Tu sais, des fois, je me dis, quand je fais mes montages, je me dis, mais dans tous les épisodes, il y a toujours le moment où j'ai envie de pleurer, mais pourquoi? Tu sais, en plus, on va me trouver hyper bipolaire parce que par un moment, je rigole. Et puis après, à un moment donné, là, ça monte. C'est pour ça que je te dis, en fait, j'écoute avec mon corps. Mais j'adore. Mais tu sais, moi, je peux pleurer et rire dans la même phrase. Mais oui, mais ça, c'est notre vraie nature. La question, quand j'arrive, qu'on me dit, salut, ça va? Je suis hyper embêtée parce que ça va quand, en fait, tu sais. Des fois, c'est tellement changeant
en fonction de l'instant. Et merci parce qu'effectivement, tu es hyper connecté à ton corps, donc tu ressens les choses. Et ça, c'est... Moi, je ne l'étais pas il y a des années, t'imagines, je ne ressentais rien dans mon corps. Punaise. Rien. Alors que moi ma mère, je partais de loin. Ouais. Tu vois. Mais c'est juste une question d'enseignement. C'est vrai qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas à écouter son corps. Ça, c'est... Moi, je sais que j'ai une mère parce qu'elle est très, on dirait spirituelle. Elle a plein de dons, un peu comme toi, du magnétisme, de la voyance. Elle fait plein mal de choses. Et du coup, elle m'a appris ça, tu vois. Et aussi, quand tu vois les enfants, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont pleurer 5 minutes après, ils rigolent. Tu vois. Mais nous, en tant qu'adultes, on est obligé d'avoir cette posture... sérieux, non, de temps en temps. Et c'est ce qui est beau dans des rencontres comme ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, on va être touché, ça monte. Et après, on a un espèce de fond de joie où, et tu sais, même hier, on en parlait, j'ai fait un autre podcast et je lui dédicace aussi cette vidéo. Marie-Alice qui me dit, on parlait des énergies. Et des fois, quand tu discutes avec quelqu'un, tu sors de là, t'es vidé. Ah oui. T'es vidé parce que la personne, je ne sais pas, c'est pas un jugement, mais elle a pris toute ton énergie. Mais là, t'as l'impression que tu sais qu'on rajoute. Et quand on va sortir, je t'assure, je te dis, cours un marathon, tu vas le faire. Mais... Moi aussi, d'ailleurs, je suis arrivée en courant, je vais repartir en courant. Mais oui. Et là, tu vois, j'ai une posture très posée, je fais une boule de feu à l'intérieur. Mais ça se sent. La nuit de mercredi à jeudi, là, je suis arrivée à Paris. Je suis allée faire un after work avec du business school, le MAI, dont je suis diplômée. Derrière, je suis allée faire de la zik et j'ai dansé sur de l'électro jusqu'à 6h du matin. Tu vois, tellement j'avais besoin, tellement le personnage, tu vois, un peu business. Derrière, il a fallu que j'aille lâcher les chevaux et recharger mes batteries. Parce que moi, c'est rencontre, musique, danse, c'est vraiment... ce qui me recharge mes batteries. On est toutes les deux pareil. Moi, je peux pas vivre sans musique. C'est vraiment du matin au soir, même quand je bosse, je suis sérieux, je lis un bouquin, musique. Et les rencontres. Je m'arrête tout le temps, tu vois, pour discuter avec des gens. Tu parlais des SDF, moi je rencontre, des fois je m'assois avec des SDF pour discuter. En fait, des fois je suis un peu trop curieuse et ça c'est pas bon, parce que j'aime bien savoir pourquoi ils sont arrivés là. Ouais. Pas forcément. Et pourquoi tu dis que c'est pas bon? Des fois j'ai peur de déranger, tu vois. Mais est-ce que ouais, mais tu le ressens quand je trouve. Oui, ça je sais. Toi qui es attentive à l'autre. Je sais que ça dérange pas, mais ça c'est mon mental, si tu veux. Une fois que j'ai passé le cap de me dire, je vais peut-être le déranger, et que j'y vais quand même, là je passe souvent des très bons moments. Et en plus de ça, des vraies rencontres, tu vois. Des vraies rencontres. Après, bon, il y a aussi le côté où des fois, je me sens incapable. En fait, je me dis, mais je vais aller discuter avec la personne, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? C'est ça, en fait, la vraie question. Et c'est cette peur, parce qu'avant, je le faisais énormément. J'adorais surtout quand t'as pas d'enfant, tu baroudes dans Paris, tu discutes avec des gens et tout. Je m'asseyais avec des gens, je discutais. Et puis un jour, je me suis dit, mais Princia, est-ce que ce que tu fais, ça a du sens? Parce que oui, je leur apporte un moment de joie, on rigole et tout ça. Mais je culpabilisais et je culpabilise encore de pas pouvoir aider après. Tu vois? Alors, je comprends parce que moi, ça m'évoque une chose qui m'a... je me suis effondrée. En fait, j'avais un coiffeur, j'en habitais Chartres dans le centre-ville. Et j'avais un coiffeur que j'adorais. Mais vraiment, plein de vie, il venait de tout perdre en Floride. Il y avait eu un ouragan, il avait tout perdu avec son ami. Il arrive, il était au bout de sa vie, tu vois, très, très alcoolisé, sans doute camé, etc. Et un jour où je viens de prendre rendez-vous, on me dit, il est plus là. Ah mince. Donc, il avait piqué dans la caisse, il s'était... Enfin, tout le monde savait qu'il s'alcoolisait, etc. Et donc, je le croisais de temps en temps dans la rue et... du coup, il venait me couper les cheveux et me faire mes mèches à la maison, tu vois. Et mon mari me dit, Claude, je ne veux plus que cet homme vienne dans la maison. Tu ne peux pas faire rentrer quelqu'un comme lui dans la maison avec les enfants, etc. Tu dois protéger le foyer. Et puis, la dernière fois que je l'ai croisé, je venais d'accueillir une de mes sœurs. Parce que moi, j'ai vécu à la rue, mais avant ça, de vivre à la rue, j'ai accueilli tous mes frères et sœurs à des moments de vie où ils étaient, eux, en difficulté. Voilà, donc petit clin d'œil, les frangins, merci.
Et à ce moment-là, j'ai une de mes sœurs qui arrive de Futuna. Elle vient de quitter son mari, elle a bébé sous le bras. Elle est à la maison. Je croise ce coiffeur. Et c'est la dernière fois que je le vois, il est complètement désespéré. Je lui dis, écoute, je ne peux pas. Je viens d'accueillir une de mes sœurs. Je suis pas disponible, tu vois. Et j'ai appris quelques mois après qu'il avait fait une overdose. Je me suis effondrée, t'imagines? Ouais, effondrée. Mais j'ai respecté le choix de Tristan, mon mari, de plus le faire venir à la maison. J'ai priorisé ma sœur, etc. Et en même temps, tu vois, là, je pense en même temps que je te le dis. Si je ne pense pas à moi en premier, c'est ça. Je ne peux pas aider les autres. Ça paraît tellement bête à dire. Mais aujourd'hui, moi, une de mes si tu veux, mon premier mantra, c'est pense à toi, pense à toi, pense à toi. Quel est ton besoin là, tout de suite, maintenant? Est-ce que tes besoins sont, tu vois, c'est ok pour que tu puisses aider les autres? Clotilde, notre avion arrive à Charles de Gaulle, là. Oui. On va atterrir. Oui. Parce que on papote, mais sinon on va jamais s'arrêter. Moi, j'ai envie de te dire déjà merci, déjà pour tout ce que tu m'as apporté là, et je pense aussi que tu vas apporter, que ce soit 1, 2, 3 personnes, 10 que tu vas toucher. Et pour clôturer notre échange, mes 2 questions signatures, c'est quel est l'événement du coup qui t'a transformé? Comme le podcast, c'est le papillon, on connaît la transformation. Quel était l'événement, vraiment, celui qui te montre comme ça sans réfléchir? Alors, j'ai parlé d'événements qui m'ont marqué. Il y a un sujet dont on a peu parlé, qui est pour moi primordial. C'est la prise en compte du corps. J'étais complètement au bout de ma vie en 2019. Je pesais 120 kilos, j'étais complètement insomniaque. Je perdais mes cheveux, je commençais à être diabétique. C'est déjà pas mal comme... Je pense que j'allais tranquillement... j'avais pas une espérance de vie très très longue, et jusque là j'étais dans un état clairement de santé très très mauvaise. Et une chose que j'ai commencé à faire à ce moment-là, c'est prendre en charge mon corps, en fait, par de la manipulation, palpation un peu, c'est un truc chinois où en fait c'est pas du pot à pot comme du massage où il faut te foutre à poil. C'est une couverture, t'es au sol, et elle m'a reconnecté à mon corps. Tout doucement, je me suis reconnectée à mon corps comme ça. Et aujourd'hui, je considère que le massage devrait être remboursé clairement par la sécurité sociale. Parce que la peau est le plus gros organe du corps humain. Oui. Voilà. Et c'est un point de contact aussi, un point d'entrée. Voilà. Et donc de masser. On a tous besoin de tendresse, de câlins, on n'est pas tous à l'aise avec le poids pour, mais déjà, voilà. Et aujourd'hui, j'ai une telle connexion à mon corps que j'en suis tellement ravie, à mes émotions, et puis à gérer ce que j'absorbe des autres comme une éponge, sans pour autant les garder, c'est-à-dire que je renvoie ce que j'ai absorbé à l'univers. Des fois, comme John Black, tu sais, dans La Ligne verte, j'ai vraiment des choses qui se passent au niveau du souffle de mes... c'est assez incroyable. Et pour ça, je vais me reconnecter à la nature. Des fois, quand c'est vraiment très puissant, que j'ai le corps... je vais tout décharger, je vais seule en forêt. C'est pas très long, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mon corps va vraiment tout remettre à la terre. Écoute, c'est pas plus mal. Et dernière question, vraiment en une phrase, si tu as une femme, un homme qui se retrouve dans ces différents cas de figure que tu as cités, quelle phrase tu pourrais lui dire pour encourager? Se poser la question, comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que c'est juste bon pour toi, si tu as une décision à prendre? Faire fi, mettre de côté, comme si on retirait de la table, la vie des autres. Personne ne te connaît mieux que toi. Je t'invite à te faire confiance, à t'écouter toi, et à te poser la question, là, tout de suite, maintenant, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. On va clôturer là. Merci, Cathy. Merci beaucoup à toi. Merci, c'était un très beau moment.
vraiment. Et je mettrai tous les liens pour retrouver Clotilde. Si jamais elle vous a marqué, impacté, n'hésitez pas. On refera certainement un deuxième épisode, ça c'est sûr. C'est un dictionnaire vivant. Donc, bien évidemment qu'on refera un deuxième, mais en tout cas, merci Clotilde. Merci Francine. Ouais, je vais te dire devant la caméra, mais après aussi, je te ferai un bisou. En tout cas, merci à tous. Et n'hésitez pas, encore une fois, si la vidéo vous touche, à partager, commenter et surtout partager au maximum parce qu'une vidéo partagée, c'est quoi ton mantra de tout à l'heure? Sharing is caring. Exactement. Merci. Merci Francine.